Stéphane Amar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studioqualita.com. Avec vous, je voudrais que nous essayions de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé jeudi soir dernier lors de la rencontre entre Mahmoud Abbas et les délégués américains, en particulier Jared Kushner et Jason Greenblatt, qui sont venus, on va dire, dans une atmosphère un peu difficile, puisqu'il y avait même, au moment où s'est tenue cette rencontre à Ramallah, une manifestation, on va dire, anti-américaine, au cours de laquelle des slogans contre Jared Kushner ont été scandés. On a parlé même, je le disais, d'accusations de slogans contre Jared Kushner, qui était accusé d'être un chien sioniste. Ce sont les termes qui ont été utilisés au cours de cette manifestation. Cela reflète d'une certaine manière une forme de pessimisme ou même d'incrédulité de la part des autorités palestiniennes. Comment réagissent les Palestiniens face à, on va dire, une sorte d'incapacité, pour l'instant en tout cas, de l'administration Trump de relancer le processus de paix ? Il y a quelque chose de très clair du côté des Palestiniens, c'est qu'à juste titre, ils voient bien que l'administration américaine est partiale dans cette affaire de conflit israélo-palestinien, du fait même de l'entourage de Donald Trump. Il y a bien sûr Jared Kushner, qui est issu d'une puissante famille juive new-yorkaise, qui est très engagé financièrement en Israël, dans le financement de plusieurs institutions, et notamment d'institutions qui se trouvent précisément en Cisjordanie. Il y a également l'ambassadeur Friedman, qui est également est un financier de plusieurs institutions, notamment dans l'implantation de Bethel. Et ça, Bethel qui se trouve d'ailleurs près de Ramallah. Et ça, les Palestiniens le voient très bien, le savent très bien. Donc ils ont un a priori plutôt négatif sur les Américains, qui, sous l'ère Obama, étaient vus plutôt comme pro-palestiniens. Il y a eu, on s'en souvient, plusieurs pressions très fortes, même notamment vers la fin du mandat de Barack Obama, contre Israël. Et là, eh bien évidemment, la donne a complètement changé. Le voyage du mois de mai dernier l'a bien montré. Donald Trump a multiplié les signes de bonne volonté envers Israël, alors qu'il a été plutôt dur envers Mahmoud Abbas. Il y a donc une véritable antipathie, en tout cas une méfiance des Palestiniens envers les Américains. Mais finalement, d'une certaine manière, on peut peut-être comprendre la position des Américains, même si effectivement, on va dire, cette équipe qui entoure Donald Trump est une équipe qui est positionnée à droite sur l'échiquier politique israélien, on peut le dire. Mais d'un côté, il semble que les Israéliens aient donné satisfaction à l'administration Trump il y a de cela plusieurs mois, quasiment au début des tractations, par exemple en acceptant de restreindre la construction en Cisjordanie, en Judée, en Samarie, alors que de notre côté, les Palestiniens n'ont pas véritablement donné suite à certaines exigences américaines, comme par exemple le gel des versements des salaires aux terroristes palestiniens, et tout cela, d'une certaine manière, peut, on pourrait dire légitimement, froisser les Américains et les pousser à faire plus pression sur les Palestiniens aujourd'hui. Oui, mais alors sur les deux dossiers que vous venez d'évoquer, il y a des raisons qui sont bien au-delà de la conjoncture. Il s'agit de raisons profondes, des raisons essentielles de ce conflit. D'abord, sur les implantations, il faut bien comprendre que pour les Palestiniens, la moindre construction est insupportable. Ils réclament la totalité, au moins, des territoires conquis en 1967. Or, sur une bonne partie de ces territoires, et notamment sur Jérusalem, la construction n'a jamais cessé, et même elle s'intensifie. Si vous allez aujourd'hui dans l'implantation d'Achoma, dans la banlieue de Jérusalem, vous verrez des tours entières qui se montent quasiment chaque mois. Il y a des nouveaux quartiers qui sont créés dans ces régions. Donc pour les Palestiniens, c'est insupportable. Même parler d'un gel finalement des implantations, c'est évidemment pas suffisant de leur point de vue. Ils réclament dans leur grande majorité un retrait total de ces territoires conquis en 1967. Sur l'autre dossier que vous avez évoqué, c'est-à-dire les prisonniers palestiniens, il faut bien comprendre que pour les Palestiniens, il ne s'agit en aucun cas de terroristes. Il y a un consensus très large dans la société palestinienne. Ce sont des combattants. C'est l'équivalent finalement, ce qu'ils vous disent, des soldats de Tzal pour les Israéliens. Et il est évidemment hors de question de cesser de les financer. Au contraire, il faut bien comprendre que pour les Palestiniens, ces gens-là sont des héros, même quand ils ont commis des attentats contre des civils. Oui, alors, il semble qu'il y a un autre problème qui dérange les Palestiniens, et bien, c'est le fait que l'administration Trump semble avoir redéfini les priorités au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, et semble donner priorité
à on va dire un rapprochement entre Israël et les pays sunnites modérés au détriment des Palestiniens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être le conflit israélo-palestinien, qui est véritablement une sorte de bourbier dans lequel que l'on n'arrive pas à régler, semble être presque mis de côté, ou en tout cas être moins important que la priorité qui est celle de faire face à la menace que représente l'Iran aujourd'hui. Oui, absolument. La donne a complètement changé. Parler d'un bourbier, c'est vrai que c'est un conflit d'une certaine manière insoluble. On n'arrive pas à trouver une solution depuis maintenant bientôt 100 ans. On va fêter bientôt les 100 ans de la déclaration Balfour. Mais d'un autre côté, c'est un conflit de très basse intensité qui fait très peu de morts finalement, surtout comparé à ce qui se passe autour. On peut rappeler à 2 millions de morts quasiment en Syrie depuis 6 ans. Donc effectivement, l'attention du monde s'est déportée. Elle n'est plus concentrée comme c'était le cas il y a quelques années sur ce conflit israélo-palestinien. Beaucoup d'acteurs internationaux se sont rendus compte que finalement c'était un conflit relativement marginal au regard de ce qui se passe ailleurs, et notamment les pays arabes alentours. Vous avez tout à fait raison, il y a maintenant une sorte d'axe sunno-sioniste, c'est-à-dire un axe entre les pays arabes sunnites et Israël contre l'Iran chiite, et à cette aune, eh bien, effectivement, les pays arabes alentours sont tentés de dire aux Palestiniens: mettez-la en veilleuse, entre guillemets, vous n'êtes pas notre priorité, nous avons des dangers bien plus graves à affronter que ce conflit que vous avez avec Israël. Stéphane Amar, une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que Mahmoud Abbas, on a du mal à comprendre la manière d'agir de Mahmoud Abbas. La semaine dernière, avant l'arrivée de Jared Kushner, il menaçait de lancer des initiatives devant les instances européennes, de relancer une initiative de reconnaissance d'un État palestinien devant l'ONU dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, on a aussi le sentiment qu'il aspire à reprendre cette coopération sécuritaire avec Israël, parce que cette coopération sécuritaire qui a été arrêtée au moment des émeutes sur le mont du Temple, eh bien, lui sert avant tout à lui, le protège avant tout à lui. Comment expliquer un peu ces zigzags incessants du leader palestinien ? Il est dans une situation extrêmement inconfortable. D'abord, il ne faut pas oublier que le mouvement palestinien est divisé en deux factions radicalement opposées. Oui. Le Hamas à Gaza et l'OLP, l'autorité palestinienne de l'autre côté à Ramallah. Ça fait maintenant 10 ans. On a célébré au mois de juin les 10 ans de cet affrontement sanguinaire entre le Hamas et le Fatah dans la bande de Gaza. Et ça fait 10 ans que ces deux entités mènent une existence complètement séparée et semble réellement irréconciliable malgré toutes les tentatives. Ensuite, si on part de la seule Cisjordanie, c'est un leader extrêmement faible, Mahmoud Abbas, parce qu'il règne finalement sur les 8 villes autonomes, règne entre guillemets, c'est-à-dire c'est quasiment les prérogatives d'une municipalité en France. Tout le reste est sous le contrôle israélien, que ce soit les axes routiers, que ce soit le contrôle du ciel, du champ électromagnétique, etc. Il a extrêmement peu de marge de manœuvre. Tout ce qui lui reste, c'est effectivement l'arène internationale dans laquelle il a de solides alliés. C'est sa stratégie depuis 2011, depuis qu'il a fait reconnaître la Palestine à l'ONU. Mais il faut bien reconnaître bien que cette stratégie, pour l'instant, en tout cas, n'a pas du tout porté ses fruits, puisque l'autorité palestinienne reste un territoire contrôlé quasiment dans tous ses aspects par Israël et qui n'a pas progressé d'un pouce sur le terrain des négociations. Donc il tente effectivement régulièrement des coups médiatiques, mais qui ne mènent pas à grand-chose. Eh bien, Stéphane Amar, je rappelle que vous êtes correspondant, entre autres, de la chaîne d'information française BFM et d'Arte également. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer un peu sur les retombées de cette rencontre plutôt tendue entre Jared Kushner et Mahmoud Abbas jeudi soir à Ramallah. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée, bonne semaine. Merci Daniel. Au revoir. Bon, au revoir. Voilà, nous étions avec Stéphane Amar ce matin pour parler un peu donc de la situation des Palestiniens après la visite de Jared Kushner dans la région. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens avant de recevoir deux invités ce matin. Un représentant de l'association Gvaïm et également Laurent Munich qui est le directeur et le fondateur du site Academ que beaucoup de gens connaissent et suivent dans la communauté juive.